Je préfère vous prévenir à l'avance. Il y a un mot qui va revenir tout au long de cette vidéo. Un mot qui pour moi résume amplement tout ce qu'est cette série. Et ce mot, c'est... Pourquoi? Ça s'appelle du cash. Aïe 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, je sais que ça va commencer à devenir lassant tout ça, mais encore une fois, on va parler de Rings of the Power. Et promis, ce sera la dernière fois. Mais avant de parler de Rings of the Power, je vais taper immédiatement sur le sujet. On va aussi parler de sa communauté, qui, vraiment... Je ne sais même pas par où commencer tant j'ai de choses à dire. Comme vous le savez, je suis sur Twitter. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois d'aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines nouveautés que je sors. Parce que c'est là-bas que j'en informe le plus souvent et surtout là où je suis hyper actif. Bon, surtout sur Twitter, forcément. Et croyez-moi que sur Twitter, je fais au maximum pour essayer d'éviter les gens les plus fragiles et surtout les plus sauvages. Parce que ouais, sur Twitter, il y en a des sauvages, hein. Comme j'aime la pop culture, et vous savez, je tombe sur des communautés de pop culture très atypiques. Je suis souvent des communautés de passionnés, hein, des communautés autour d'œuvres telles que Zelda, du Pokémon, et quand c'est en termes de films ou séries, c'est sur du Game of Thrones ou du The Walking Dead, voire même du Harry Potter. Et j'essaie au maximum d'éviter celles de Star Wars forcément. Et celles du Seigneur des Anneaux sont vraiment une communauté très enflammée. Mais là maintenant, c'est quelque chose. Vous vous souvenez à la fin de ma vidéo précédente de Rings of the Power, je vous avais demandé à vous, fans de Rings of the Power, de créer une énorme vague de harcèlement contre moi-même. J'ai rajouté aussi que j'adorais le BDSM, mais ça c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que j'avais fait une autre vidéo de Rings of the Power qui revenait sur son défaut le plus évident. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos, bon, je vous conseille avant tout d'aller les voir pour venir sur celle-ci. Comme ça, au moins, vous avez toutes les clés de compréhension de cette vidéo. Et lorsque j'ai partagé cette vidéo sur Twitter, on a une haineuse qui a décidé de venir pour pouvoir essayer de me convaincre que non, cette série n'a pas de défaut. Bon, jusque là, vous allez me dire... Tout va bien, je vais débattre comme j'ai toujours débattu. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous savez à quel point débattre pour moi c'est clairement une passion que on commence à débattre, on sort nos arguments chacun de notre côté. Et quand moi je balance mes arguments qui semblent crédibles, cette dernière a décidé de me répondre en me disant que je critiquais la série sous prétexte que je suis un incel raciste. Je ne capte toujours pas le sens du mot incel, mais moi, raciste, sérieusement ? C'est-à-dire, je viens avec des arguments simples, clairs, tout ce qu'il y a de plus efficace, je peux pas faire mieux en termes d'efficacisation et d'argumentation, et là, d'un coup, on me sort la fameuse phrase dans laquelle je suis un incel raciste. Pourquoi ? Pourquoi mangez-vous votre caca? C'est quoi les pailles? Pour la simple et bonne raison que, les gens, ils ont tellement envie de prouver aux autres qu'ils ont raison, qu'ils sont prêts à retrouver toutes les excuses du monde pour avoir à se justifier. Et c'est pour ça que m'est venue cette idée de vous demander de venir me harceler et de balancer toutes les insultes que vous voulez. C'était uniquement pour démasquer votre véritable attitude envers les personnes qui n'ont pas aimé la série Rings of the Power. Il n'y a aucun autre argument là-dessus. Mais bon, bien sûr, ma vidéo n'a pas fait autant de vues que ce que j'aurais pu imaginer, même si ça grimpe petit à petit, et tant mieux d'ailleurs. Mais malgré tout ça, les commentaires sur ce point ont été plutôt positifs à propos de cette vidéo. Elles ont même été très recevables, je les ai même reçues avec plaisir, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu ce que je voulais. Mais quand tu demandes ça à Twitter, lui, il te donne ce que tu as demandé sur ta vidéo YouTube. C'est un peu paradoxal, mais bon en soi, j'ai eu ce que je voulais sans vraiment le vouloir. Je tombe sur un post, bon, jusque là, tout va bien, tranquille. Et là, me vient l'idée de reposter ce tweet qui disait que les mecs comptaient continuer cette série avec une saison 3. Et forcément, vous connaissez mon avis là-dessus, vous avez vu mes vidéos si vous êtes dans cette vidéo, mais je le voyais ça comme étant très mal et quelque chose de voire même totalement suicidaire, comme je le montre dans le repost que je viens de poster. Et après ça, je dis bien, après ça... On vient bien évidemment débattre sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à dire en une seule et unique série. Et ensuite on me répond que oui, il y a beaucoup de choses à dire. On est totalement au courant de ça, merci. Surtout qu'on a un livre pour ça. Donc explique-nous toi, jeune youtubeur improvisé, comment est-ce que tu comptes nous préciser comment est-ce qu'ils vont se rater en lisant les livres. Ce à quoi je réponds que je n'ai pas lu les livres.
Bah ouais les gars, je suis qu'un amateur de l'univers de Tolkien. Enfin, amateur. Je connais à peine l'univers de Tolkien. J'ai vu les films de Peter Jackson et ça se limite à ça en termes de connaissances de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je suis quelques youtubeurs qui ont des connaissances du fondement de l'univers de Tolkien et je prends juste les informations qu'ils me donnent et j'essaie exactement de savoir ce qu'il en sort et je mixe le tout au maximum possible pour savoir exactement ce que j'ai à dire là-dessus. C'est tout. Voilà, dites-vous dans votre tête, si vous n'avez pas compris, que je ne connais presque rien de l'univers de Tolkien, mais que j'essaie de faire au mieux pour essayer de le comprendre. Et par contre, là où on vient vraiment me reprendre, c'est que, on commence à se moquer de moi, voire même on commence à retweeter comme quoi je n'ai pas lu les livres, et ça crée une comédie générale pour tout le monde, comme si j'avais sorti une blague. Est-ce que un seul d'entre vous serait capable de me dire en quoi est-ce que c'est un mal que je n'ai pas lu les livres ? Ou alors que je connaisse presque rien à la mythologie de Tolkien ou quoi que ce soit. En quoi est-ce que c'est un mal ? Il y a des gens qui ont surkiffé le film Shining. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent se moquer comme quoi ils n'ont pas lu le livre ? Non. Il y a des gens qui n'ont pas lu le livre Harry Potter. Et est-ce qu'il y a des gens qui vont se moquer des fans d'Harry Potter comme quoi ils n'ont pas lu les livres ? Là non plus, c'est un non. Et moi-même, en tant que fan de l'univers Transformers, est-ce que je vais me moquer de vous qui avez vu les films de Michael Bay, soi-disant parce que vous n'avez pas vu un seul ou deux des dessins animés originaux Transformers, par exemple des années 80, ou de ce qui sort en ce moment ? Et là aussi, non. Donc s'il vous plaît les gars, faites un effort sur ce point. Et encore, si c'était que ça. Parce que ouais, il y a eu bien plus après ça. Quand je vous dis que c'était une véritable guerre idéologique, croyez-moi que ça s'est pas arrêté. Et quand je viens préciser que les showrunners de la série Rings of the Power sont allés chez Amazon pour pouvoir présenter en une série tout entière le prologue du Seigneur des Anneaux, parce que c'est ce qui était prévu et ça on va en parler au fil de la vidéo, on vient me dire que ah là là, mais résumer le Seigneur des Anneaux juste à une trilogie de Peter Jackson, mais qu'est-ce que c'est flagrant, et ça s'autoproclame critique ciné. Le gars vient de surinterpréter mes paroles. Ensuite, c'est un autre gars qui prend un de mes posts pour ensuite le retweeter pour me faire dire presque ce que j'ai pas dit en disant ouais, mais en fait, t'as pas compris que on n'a pas parlé de ça dans le Seigneur des Anneaux, on n'avait pas aussi parlé de tel événement qui se passait tout ça. Ce à quoi j'avais amplement répondu via un extrait d'une des vidéos du JDG. On s'en fout, arrêtez! C'est un film! On n'a pas besoin de tout savoir sur l'univers pour pouvoir l'apprécier. Sinon, le Seigneur des Anneaux, ça aurait duré 800 heures. Ce à quoi on me répond, c'est une série CQFD. Et ce à quoi aussi on me répond, tu sais mec, si tu n'aimes pas trop l'univers de Tolkien, c'est peut-être parce que l'univers de Tolkien n'est pas vraiment fait pour toi. Mais alors pourquoi est-ce que j'apprécie les films de Peter Jackson alors ? Et je vais même pas me contenter de développer le reste tant ça commence à partir en couille à partir de ce moment précis. À partir de là, ça part vraiment cacahuète au point que je préfère largement vous montrer l'intégrale de tout ce qui s'est suivi juste après. Mais tout ça pour dire que on a pris mes propos pour ensuite les déformer pour faire arranger le discours des autres. On a exposé mon avis aux yeux des autres juste histoire de les contredire en retweet pour que les gens puissent encore plus se moquer. Et ça, vous voyez ce que c'est les enfants ? Ça s'appelle du harcèlement, collectif en plus qui plus est. Et je rajoute aussi un supplément en manipulation pour avoir déformé mes propos, encore une fois. On est allé carrément jusqu'à me dire que cette série, elle était clairement pas faite pour moi. Alors les gars, retenez cette phrase, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et on m'a même critiqué parce que soi-disant que j'étais fermé d'esprit. Et si vous suivez mes vidéos YouTube, vous savez très bien que c'est faux. Je suis hyper ouvert, voire même beaucoup trop des fois. Peut-être que certains ont mal interprété mes propos, et ça je peux le comprendre. Twitter c'est tellement limité en termes de messages que même l'application des messages, tu peux envoyer des messages beaucoup plus longs sur Twitter. Les gars, faut se remettre en question, Elon Musk c'est vraiment un gros fils de... Et si j'aurais été le seul dans ce cas-là, je veux dire... J'aurais vraiment pris de façon correcte, si je puis dire. Je veux dire, c'est quoi ? C'est à peine une 250aine de personnes qui ont vu les tweets qui se sont défilés à la suite et qui ont vu cette guerre idéologique en train de se livrer. Donc jusque-là, j'allais pas m'inquiéter. Mais bon, quand j'ai vu que Vince de Plot Time, excusez-moi, a subi exactement la même chose, mais en pire, puisque ce dernier, je rappelle, a beaucoup plus d'abonnés que moi, les chiffres en parlent, et qu'il en a carrément parlé en vidéo d'une manière ultra dépressive, comme nous le montre cet état-là. Putain, je me suis fait harceler. Incroyable, je me suis fait harceler sur Twitter. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pour vous donner un petit contexte, un compte spécialisé sur le Seigneur des Anneaux avec une commu assez forte, qui taille au passage des pipes monumentales à cette série, a lâché sa troupe d'orques à la sauce à forteresse. Puis genre là, ça continue, vous pouvez même aller vérifier sur mon dernier post sur X-Men, où on a un malin qui essaie de me prouver que la série marche alors que ce n'est absolument pas le propos. Bref, incroyable. Ça existe encore les gens qui s'énervent parce qu'on n'a pas les mêmes goûts sur les films et les séries. Genre c'est quoi, vous avez 12 ans ? Et vient un moment où je ne peux pas rester comme ça à regarder les choses se faire. Là, il était temps que j'agisse. Il était vraiment temps que je commence à brandir, pas un drapeau blanc non plus, mais presque un signal
Pas d'avertissement, mais vraiment un signal de stop. Faut vraiment que ça s'arrête. Que vous aimiez une série au point de la défendre jusqu'à la mort, ça, c'est pas le souci. On l'a tous fait. Moi le premier, j'ai été le premier à vouloir me défendre face aux gens qui ont détesté le Transformers de Michael Bay, hein, quand j'étais petit bien sûr, et quand j'étais jeune. Mais si le harcèlement doit être une solution pour pouvoir prouver aux autres que vous avez raison, ça par contre je cautionne pas. Je cautionne de toute façon aucune forme de harcèlement, quelle qu'elle soit. Et donc la punition de cette vidéo, parce que ouais, là, c'est une punition qui vous est accordée, ça va être une critique subjective de moi-même. Ouais les gars, juste histoire de vous montrer que cette série vous l'aimez peut-être, mais croyez-moi, elle n'est pas aussi bonne que ce que vous pouvez croire. Et là je vois certains venir dans les commentaires me dire « Mais t'en as pas marre de t'en prendre à cette série? Pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça hyper facilement? Ça se fait pas de faire du mal comme ça ?» Et bah ce à quoi moi je vous répondrai « Les vues !» Bah ouais, parce que moi, dès que je vous parle de films cultes tels que La Saga de la Planète des Singes des années 70 ou même La Grande Aventure Lego, vous êtes à peine plus d'une cinquantaine à venir regarder mes vidéos. Quand je fais une appréciation sur d'excellents films tels que Les Contes de Monte Cristo ou voire même Vice Versa 2, il y a presque personne qui vient, hein, je ne sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce que vous êtes allés les gars. Ou alors quand je vais sur mon autre chaîne principale en tout cas, et que je viens vous parler de communautés qui sont toxiques aux yeux des fans, et bah là, personne vient regarder, visiblement, personne a l'air d'en avoir quoi que ce soit à foutre, hein, du harcèlement des gens semblerait-il. Et quand je viens pointer des gros défauts de l'univers de Rings of the Power, ah là par contre il y a tout le monde qui vient, hein. Là tout le monde visiblement se pointe juste pour pouvoir me voir défoncer cette série. Donc visiblement comme il y a des gens qui aiment ça, et comme le disait un certain J.R.R. Tolkien justement, la volonté du mal qui ruine souvent le mal. Et donc du coup comme je déteste une série qui visiblement fait du mal sans que personne ne se rende compte, et ben j'ai décidé de combattre le mal par le mal. Mais avant, je pense que beaucoup de gens doivent sûrement se poser la question. Je dis bien, comment a pu-t-on en arriver là? On commence avec ces deux hommes, John D. Byrne et Patrick Mankin. Deux gars qui, on reviendra plus tard sur leur CV, c'est pas vraiment le moment d'en parler. Mais ce sont des showrunners qui sont très fans de l'univers du Seigneur des Anneaux. Du coup, ils se disent, allez, vu qu'on a vu le film de Peter Jackson dans lequel on voit le prologue du Seigneur des Anneaux et qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses durant ce prologue et qu'on n'a pas eu les origines des anneaux d'origine, à savoir les 3 anneaux des elfes, les 7 anneaux des nains et les 9 des humains, bah on s'est dit, venez, on consacre une série tout entière juste sur l'origine de ces anneaux, ça peut être pas mal. Hein. Et blague mise à part, je suis d'accord avec eux, ça peut être pas mal. Ils présentent le projet à Amazon et ça tombe bien, Amazon, ils voient que Game of Thrones a été un énorme phénomène planétaire et à côté, ils voient que Netflix, ils sont en train de faire pareil avec leur série The Witcher. Bah du coup, les gars, ils voient quelque chose, ils se disent... Putain mais ça c'est bien, on va pouvoir concurrencer nos concurrents à côté, c'est parfait, du coup c'est bon, on va pouvoir faire cette série, tout ça, et vous savez quoi les gars, on va pas être obligé de se démerder, on va juste racheter 2-3 droits, genre 250 millions de dollars et quelques tout au plus, et là on va produire cette série, est-ce que c'est bon pour vous? Le montant actuel est de 465 millions de dollars. Rendez-vous compte du chiffre, 465 putains de millions de dollars. Juste histoire que vous essayez de calculer un petit peu. On a au moins à peu près, je sais pas, ça fait combien par épisode? Ça fait un peu plus de 25 millions de dollars juste pour un seul épisode. Et dites-vous que ce budget va à chacun des épisodes. 25 millions de dollars par épisode, je précise. Donc si on fait calcul et qu'on prend ma collection de manga Senseiya, ma collection de manga Black Butler et celle de The Lost Canvas, mes figurines Lego Chima que l'on voit sur l'étagère, mes figurines de Game of Thrones, mes figurines pop je parle, ma Nintendo 3DS, ma Nintendo DS, ma Wii, les collections de jeux qui vont avec, mes figurines pop Game of Thrones, mes jouets Transformers que je garde encore sur moi, on n'arrive pas à au moins le quart de 25 millions de dollars. J'ai calculé. Et encore, je vous ai pas parlé de mes nombreuses collections de Lego Chima, sans compter de ma DVD Tech, ma Nintendo Switch et ma collection de jeux Nintendo Switch qui va avec. Si vous voulez, on peut encore monter. Mais bref, la série se met en production, elle commence même à produire les affiches de ses acteurs. Et là, petit problème, les acteurs sont noirs. Oh mon dieu! Mais c'est tellement choquant que je m'en bats les couilles en fait, si vous saviez. Juste, je vais m'attarder sur le physique. Mais pas de la façon dont vous pensez, parce que je remarque juste 2-3 petits problèmes et promis on passe à autre chose, c'est promis. Déjà dans l'univers du Seigneur des Anneaux, j'avais toujours vu dans les films de Peter Jackson que les elfes avaient toutes et tous des cheveux longs. Et quand on regarde certains artworks de l'univers du Seigneur des Anneaux, on peut remarquer que quand on clique elfe Seigneur des Anneaux, on remarque qu'ils ont tous les cheveux longs, un minimum blond. Là, je vois des elfes avec des cheveux courts, je me pose des questions à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pas les cheveux longs, pourquoi est-ce qu'ils les ont aussi courts et pourquoi est-ce que l'un a un dégradé coiffé comme les noirs et les arabes quoi, qui traînent en bas de la cité. Pourquoi faire?
Et eux, ils sont coiffés comme si c'était des lycéens diplômés Bac+3 en commerce qui sont prêts à se lancer dans... Bah, je sais pas dans quoi ça se lance, hein, les bacs pro commerce, hein, dites-moi dans les commentaires si jamais. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais du coup, pourquoi est-ce que je parle du physique alors, sur ce coup? Eh bah parce que personne n'en parle. Du coup, je me permets de mettre ça sur la table. Et là, les gars, soyons d'accord sur un point. Quand la première saison a annoncé son trailer, bah moi j'étais plutôt hypé, sachez-le. J'étais plutôt patient de voir ce qu'ils allaient faire et je me suis dit, putain, une série qui va faire concurrence à Game of Thrones avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais moi j'attends que ça, moi je vis pour voir ça tous les jours. J'ai envie de savoir ce dont la concurrence est capable, allez-y, montrez-nous. Et quand la série sort, les gars, je sais que pour certains ça va être un peu surréaliste et surtout ça va sortir du surnaturel, mais on a tous défoncé cette série. Je l'ai défoncé, il a défoncé, lui aussi l'a défoncé, nous l'avons tous défoncé sans la moindre vergogne et surtout sans le moindre scrupule. Mais pourquoi tant de haine? Bon déjà, pour éviter la mauvaise foi, on était quand même aussi d'accord pour se dire qu'en termes de série, c'était beau. Dites-vous que dans une de mes dernières vidéos, j'avais dit que c'était beaucoup plus beau que Game of Thrones par exemple. Ce qui était quand même un miracle. Enfin un miracle. J'abuse, mais c'était quand même exceptionnel. On n'a jamais vu des décors aussi beaux, déjà dans la télévision, mais même dans le cinéma, on n'est pas capable de faire aussi beau. Bon, faut dire en même temps, hein, où est-ce qu'ils répartissent le budget, ces gens-là? Même en termes de costumes, c'était beau. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le scénario traîne tellement en longueur qu'au bout d'un moment, on sait pas du tout où est-ce qu'on va, on sait pas du tout où est-ce qu'on avance. Il y a des incohérences scénaristiques qui sont tellement évidentes que je vais même pas prendre la peine de toutes les développer parce que ce mec-là a pratiquement tout développé et sa vidéo était tellement drôle que ça mérite que je vous fasse passer un seul extrait juste histoire que vous puissiez aller voir. Bon, elle devient quoi, Galadriel, à Numénor? Galadriel dit à la reine que pour empêcher Sauron d'embraser toute la terre, il faut qu'elle lui file gratuitement une armée pour aller raser tous les orques des terres du sud. Mais la reine refuse d'engager son royaume dans une guerre qui ne le concerne pas. Alors c'est fini. Galadriel a fait tout ce chemin pour elle. Et le lendemain, la reine décide de lui filer gratuitement une armée pour aller tuer tous les orques des terres du sud en engageant son royaume dans une guerre qui ne le concerne pas. Des personnages qui n'arrivaient tellement pas à dire leur dialogue que le troppeur a été décidé de faire un cours de scénario niveau débutant, mais genre niveau bas du débutant, comme le mec dit quoi. Et du coup, couplé à ça, un scénario ultra mal cousu, ultra mal construit, ultra mal raconté, tout ça pour aboutir à la création des anneaux. C'est simple, en fait, je m'attendais pas à prendre un énorme soupir juste en disant création des anneaux, tellement c'est arrivé tard. Je sais pas, c'est pas comme si c'était dans le titre non plus. Et forcément, ça empathie sur ce qui fait le plus gros défaut de cette série, la raison pour laquelle la majorité d'entre nous se sommes ennuyés, mais genre vraiment ennuyés au possible, et bah c'était les acteurs. Mais bon, ça j'ai développé ça dans une vidéo précédente que je vous invite à voir, histoire que vous puissiez avoir en lumière ce que j'essaie de vous dire. Et comme j'ai horreur de me répéter, je vais vous faire passer un extrait qui fera parler cette vidéo à lui tout seul. C'est terrible d'écrire des personnages comme ça avec... Bon, déjà si peu de profondeur, mais surtout autant de facilité, autant de... J'ai même plus les mots à ce stade, hein, c'est bon. Parce que oui, chacun de ces acteurs, ils ont de bons CV, hein, je dis pas. Mais le problème, c'est qu'on leur a donné des personnages tellement mal écrits que les gars, ils savent pas quoi jouer. Et donc, si les acteurs eux-mêmes, ils savent pas du tout ce qu'ils doivent jouer, bah comment est-ce que tu veux qu'ils s'investissent dans leur propre rôle, vu qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire? Vu que les acteurs, ils sont pas investis, bah ils peuvent pas donner d'énergie. Et vu qu'il n'y a pas d'énergie dans cette série, bah la série, elle semble ennuyeuse. Et vu qu'elle est ennuyeuse pour nous, elle est ennuyeuse pour les fans. Et en gros, bon, je pense que vous avez compris le cercle vicieux, hein. En fait, je dirais que cette première saison, elle a 3 défauts caractériels bien distincts. Des acteurs qui ont du mal à nous faire passer le temps et au contraire nous fait perdurer dans le temps. Ensuite, bon, des incohérences scénaristiques, hein, parce que ça joue aussi dans l'eau. Et puis surtout un rythme qui avançait, mais tellement lentement. Oh mais c'était trop, je veux dire, t'avais un épisode où t'avais Galadriel qui organisait, une sorte de flotte pour pouvoir aller à la Terre du Milieu. Et ils ont attendu jusqu'à la fin de l'épisode pour nous le teaser dans l'épisode suivant qui partait en mer pour aller à la Terre du Milieu. Elrond qui fait des retours entre Eregion et Khazad Dûm, juste histoire de... je sais pas, récolter du vitrine, parce que les elfes aussi ils veulent récolter ça chez eux, genre ils veulent récolter du minerai là où ils habitent, alors que je sais pas, ça peut aussi leur appartenir, je veux dire... le fameux parallèle de... Ouais. Seulement on aurait pu se dire que Amazon ils auraient pu annuler ça, ils auraient pu annuler cette série, se dire bon, les gens ils ont pas aimé, du coup on va annuler. Seulement petit problème, les gars ils ont fait l'erreur de sortir cette série pile au moment où ces mecs avaient commencé le tournage de la 2e saison.
Les gars, ça c'est dit comme ça, ça vous avez pas l'air de comprendre, mais c'est vraiment une idée de merde, vraiment. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que tu sais pas quels vont être les retours des fans déjà sur la première saison. Donc qu'est-ce que t'en sais qu'ils vont déjà aller voir ta saison 2 avant même que tu la conçoives. Et puis surtout, il y a des gens qui vont pas aimer certaines prises de risque scénaristiques que tu risques de prendre dans ton script ou quoi. Donc du coup, bah pourquoi est-ce que t'as écrit ton script pendant, voire même avant que la première saison soit diffusée, puisque tu sais pas du tout quelles vont être les premières critiques des fans. Et bah la raison est simple, les gars voulaient une sortie presque hebdomadaire de la série Rings of the Power. Quand je dis hebdomadaire, c'est-à-dire au fur et à mesure, c'est-à-dire il y a une saison qui sort, on sait que la saison 2 est en préparation et qu'elle va arriver, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que le gros problème, c'est que, bah comme je viens de le dire, tu ne sais pas quoi penser les fans au final. Donc du coup, vous vous en doutez, les gars, ils ont dû tourner une série avec les mêmes défauts qui ont été reprochés dans la saison 1. Et dites-vous que suite à tout ça, après que la saison 1 était sortie, on savait que la saison 2 était en tournage, mais après ça, il y a eu un silence plat pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tout le monde a oublié que cette série existait presque. Tellement la saison 1 de cette première saison, enfin de cette série, excusez-moi, a été nulle. Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié cette série? Eh bien parce que le but principal de cette série, c'était de nous dire qui était Sauron. Or problème, on sait qui est Sauron. Donc du coup, quel intérêt de s'intéresser à nouveau à cette série, vu qu'on a déjà une réponse à certaines de nos questions qu'on se posait le plus. Puisque cette question servait uniquement à alimenter la hype sur Twitter. Et comme on connaît la réponse, et bah la série n'a aucun intérêt maintenant. Seulement, quand la saison 2 sort, on nous promet que cette fois ça va être grandiose, qu'on a répondu de ses erreurs, que même des reshoots ont carrément été faits pour corriger ce qui a été fait dans les premiers jets de la deuxième saison, pour corriger aussi les défauts principaux de la saison 1, et ils ont très bien fait. Mais comme la grève des scénaristes est arrivée pile à ce moment-là, et ces derniers n'ont pas pu finaliser certains extraits, certains moments, bref, les gars ils n'ont pas pu être présents et ont donc été remplacés par d'autres scénaristes. Je crois à ce stade, même Dieu voulait gâcher cette série à ce stade, c'est pas possible. Mais néanmoins, je me suis demandé, et s'ils pouvaient apprendre de leurs erreurs pour nous proposer au moins quelque chose de un minimum intéressant. Quelque chose qui puisse être un minimum supérieur à la saison 1. Ce qui visiblement ne semble pas être compliqué. Tu changes juste quelques trucs et tu l'améliores un petit peu. Tu confies ça au moins au minimum à des gens compétents ou tu t'inspires même de ce qu'a fait Peter Jackson par exemple, je sais pas. Et t'obtiens quelque chose de un minimum qualitatif. C'est facile. On parle quand même de la série la plus chère de l'histoire. Amazon, ils ont tellement dépensé que les gars doivent se dire que, bon, ils peuvent quand même dépenser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dépenser pour prendre un autre co-scénariste qui puisse suffisamment bien les guider pour avoir la série la mieux écrite possible. Pas la mieux écrite au monde, juste la mieux écrite possible. Je sais pas, je demande pas la lune. Et ça, c'est ce qu'on va voir, justement. Qu'est-ce qui a été amélioré dans la saison 2 et qui fait que elle est au moins un minimum meilleure que la saison 1 et qui fait que les fans s'acharnent et harcèlent absolument tout le monde pour faire convaincre à tout le monde que Rings of the Power est une bonne série. Après que l'identité de Sauron ait été découverte et donc dévoilée par Galadriel au fait des elfes, ils décident de immédiatement en informer Eregion après avoir découvert que les 3 anneaux des elfes étaient potentiellement corruptibles vu qu'elles ont été influencées par la magie de Sauron. Sauf qu'au final, on se pose des questions pendant quelques épisodes et on n'y revient plus jamais. Les anneaux seront quand même utilisés malgré le fait qu'il y ait potentiellement de la magie de Sauron. Pendant ce temps, du côté de Numénor, après que l'on ait envoyé une armée pour strictement rien du tout, je préfère préciser, on commence à se plaindre de la reine qui ne serait plus trop apte au pouvoir et donc on décide d'élire quelqu'un d'autre. Résultat, va se suivre une trame dont on va garder certaines choses pour nous parce que ça va taillard, je préfère vous prévenir. Du côté des régions, Celebrimbor se méfie de cet homme étrange. Halbrand, tu me caches quelque chose, j'ai l'impression, comme si tu voulais presque nous faire dire que t'étais Sauron, tu nous l'as dit dans l'épisode précédent, mais on oublie que Celebrimbor, lui, il sait pas. Du coup, tu essaies vraiment de le cacher pour éviter qu'on le sache, parce que sinon... J'ai compté, le mec lui a demandé 3 fois de dégager. Les 3 fois, il ne l'a pas fait, et il s'est revêtu sous le costume d'un elfe qui... J'ai oublié le nom de cet elfe, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il sort, je savais même pas que Sauron avait la capacité de se déguiser en elfe, semblerait-il.
Voilà, Et donc, le but principal de Sauron, ça va être de corrompre Celebrimbor pour créer les anneaux restants, parce que les scénaristes lui ont pointé que ce serait peut-être bien que la série avance un petit peu plus vite. Et du côté d'Arondir et de ses autres, ça se passe comment? Brodwyn a été proclamé décédé parce que l'actrice s'est barrée du casting, semblerait-il, pour des raisons dont on ne sait pas. Si vous avez en tout cas les infos, n'hésitez pas à les partager, ça fait plaisir. Qui lui tient compte des survivants de l'explosion du Mordor. Donc voilà, jusque là tout se passe bien. Il retrouve le fils de l'autre gars qui était soi-disant décédé, mais en fait il ne l'est pas. Et qui finit par rencontrer une femme. Et visiblement, il y a tellement rien entre eux qu'on a décidé de leur foutre une romance parce que, bah, pourquoi est-ce qu'il y a une romance entre eux d'abord? Du côté d'Adar, qui visiblement a changé de tronche ou alors changé d'acteur, de toute façon on s'en fout, hein, puisque bon, ça change rien au personnage de toute manière. Qui a perdu son aura, que pourtant j'avais plutôt bien aimé dans la saison 1, je préfère préciser, mais qui au final est là, bah, dans le Mordor, il règne sur le Mordor, et les orques l'obéissent, et il réduit les humains résistants, et surtout survivants en esclavage, au milieu d'un Mordor qui ressemble plus à une guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, plus qu'au Mordor qu'il y avait dans la première saison. Je dis ça, je dis rien, mais bon, les gars ils ont beaucoup de budget, donc pourquoi est-ce qu'ils se permettraient de mettre un beau fond rouge pour pouvoir le remplacer par un fond de la Première Guerre mondiale? Je veux dire, ça serait complètement insensé. J'ai pas compris ce que je viens de dire, c'était quoi la phrase que j'ai dit déjà? Et d'ailleurs au passage, ils décident aussi d'aller conquérir Eregion, parce que, bah il semblerait que Sauron soit là-bas et qu'il se soit fait passer le mot par mail, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il irait envahir les régions? Qu'est-ce qui l'intéresse là-bas? Genre quoi? Il y a des nouvelles terres, il y a du Mithril, qu'est-ce qu'il y a? Du côté de Khazad-dûm, ces derniers manquent de lumière. Ils essaient donc petit à petit d'en retrouver parce que bon, vivre dans le noir, c'est pas très glorieux à imaginer. D'autant plus que bah le père de Durin 4, à savoir Durin 3, a demandé de creuser beaucoup plus profond pour pouvoir déterrer du minerai. Même si, pour le moment, tout le monde ignore qu'il y a un monstre sous leurs pieds, hein, je préfère préciser, qui les attendent de pouvoir tous les massacrer, et que nous aussi on attend, je rappelle, depuis la saison 1. Et du côté des pieds velus, mon arc préféré de toute la série, et bah là, c'est toujours de la balade, encore de la balade, ça se rebalade encore. T'as toujours, bon, celui que l'on considère comme Gandalf, puisque de toute façon... Moi-même j'avais su dès le 8ème épisode, rien qu'à cette tronche là, tu sentais déjà que c'était Gandalf, qui accompagne notre cher Pierre-Velute avec une autre Pierre-Velute qui a décidé de la suivre elle aussi, pour pouvoir voyager à 3, sauf qu'au final, ils seront séparés par une tempête. Et là vient mon moment préféré de toute la série, la rencontre avec Tom Bombadil. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce Tom Bombadil, eh bien c'est un personnage qui a été retiré des films de Peter Jackson parce que, bah ouais, faut faire des choix dans une adaptation les gars, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais là oui, je suis obligé de m'incliner. Enfin, un bon choix et surtout une bonne adaptation. Là j'aime bien, là je suis d'accord. Les gars ont enfin fait un bon choix d'adaptation et surtout un bon choix d'écriture. Là j'accepte, là j'aime bien. Bon, c'est pas plus original que tout ce qu'on a vu jusque-là, mais franchement les gars, vous voyez, quand je peux être heureux, je peux être heureux. Seulement, je tiens à dire seulement, il y a un petit problème. Juste un tout petit. C'est trop. Juste, c'est trop. T'as 7 arcs narratifs qui s'entremêlent certes, mais il y a bien 7 arcs. Je les ai comptés moi-même. Vous aviez même un compteur depuis le début tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que vous avez des chiffres qui s'entremêlent. Et 7 arcs pour une série de 8 épisodes, c'est trop. Juste, non, c'est... beaucoup trop, c'est même carrément indigeste. Et me dis pas ouais mais dans Game of Thrones c'était ça. Non non, dans Game of Thrones c'était suffisamment simple et clair pour que l'on puisse pas suffisamment se perdre comme ça. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup d'arcs narratifs dans Game of Thrones. Il y avait plusieurs arcs qui étaient rassemblés entre eux, sauf l'arc de Daenerys Targaryen qui était complètement séparé des autres, c'est tout à fait normal. Mais dès le premier épisode, t'avais le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait très exactement dans toute l'histoire de la série. T'avais les Baratheon et les Lannister qui se rendaient chez les Stark. Du coup, à partir de ce moment-là, tous les arcs principaux commençaient à se séparer. T'avais Jon Snow qui partait au nord pour pouvoir devenir garde de nuit. Ned Stark et quelques-unes de ses Stark décident de l'accompagner à Port-Réal aux côtés des Lannister et des Baratheon. Ensuite, on rachète les Stark pour pouvoir soigner Bran et compagnie. Bref, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant. Et enfin, t'as Daenerys qui commence à vivre sa vie de l'autre côté de la mer pour pouvoir ainsi devenir la future reine des dragons. Ça te fait au total 4 arcs principaux qui se passent. Et ça, c'était déjà plus digeste. Mais là, si t'en rajoutes 3 de plus, comment est-ce que tu veux qu'un spectateur lambda qui ne connaît rien à l'univers du Seigneur des Anneaux comprenne quoi que ce soit? Mais là, à ce stade, on est en train de se poser une question. Pourquoi
est-ce que l'on étend cette série sur autant d'arcs narratifs éparpillés entre plein de personnages? Je me pose la question pour vrai, ça m'intrigue, nigga, what the fuck? Parce que les gars, je vais pas prendre la peine de compter il y a combien de personnages dans cette série répartis pour 7 arcs, je rappelle. Et bah la réponse est simple. C'est simplement parce que les gars, ils ont vu que la formule Game of Thrones avait marché, et ils se sont dit que s'ils faisaient la même chose que Game of Thrones, ça marcherait. Il n'y a aucune autre raison que je puisse trouver, les gars. C'est subjectif, mon avis, je vous rappelle. Mais en attendant, il faut savoir comment est-ce que s'en sortent nos personnages. Est-ce que le principal défaut de cette série a été amélioré là-dedans? Spoiler alert, non. Juste, non. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Pour faire dans l'ordre, Galadriel ne fait que pleurer. Bon, j'exagère en disant qu'elle fait que pleurer, mais vous l'avez remarqué en début de vidéo, elle a les larmes aux yeux tout le temps. Je veux dire, quand c'est tout le temps, c'est absolument tout le temps. Je veux dire, là elle a les larmes aux yeux, 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 là aussi elle a les larmes aux yeux, et surtout, là aussi elle a les larmes aux yeux. Et ma question, encore une fois, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi tu dis toujours pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Mais après, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis totalement conscient qu'elle fait pas que pleurer, parce que quand il faut montrer à quel point on est badass, et ben elle le montre parfaitement bien. Je veux dire, la meuf, elle a été capable de se libérer et de prendre en otage Hadar pour menacer tous les orques autour d'elle. Ça, franchement, champion, j'applaudis, bravo! Parce que ouais, les gars, après tout, Galadriel, elle est faite que pour être badass. À part ça, je ne vois absolument pas ce que Galadriel a d'intéressant. Je vois même pas ce que vous lui a trouvé. Parce que moi, à part le fait qu'elle est badass et qu'elle a les larmes aux yeux presque tout le temps, tout le long de la série, j'arrive pas à voir son développement, j'arrive pas à voir son histoire. Avec elle, je ne ressens rien. Et tant qu'on est sur le côté d'Hadar, ce que j'aimais bien moi dans la saison 1 avec Hadar, c'est que il avait un côté un peu sombre, presque dépressif. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Enfin, dépressif. Bon, il avait un côté un peu, ouais, sombre et un peu déprimé. Bref, c'est pas un gars qui transpirait vraiment la santé. C'était un gars qui avait l'air presque calme et avait une grande froideur. Bref, le gars avait une bonne prestance dès la première saison. Mais vu qu'on a changé d'acteur dans cette deuxième saison, et bah là on a affaire à un Hadar, j'ai l'impression presque un peu sarcastique, un peu en mode méchant Disney. Bref, j'ai l'impression qu'on a perdu toute la magie de ce qui faisait le Hadar de la première saison. Que pourtant j'aimais bien et que j'ai même failli de faire de lui mon personnage préféré. Du côté de Sauron, bon bah ce dernier, j'ai pas grand chose à dire sur lui. On est passé d'un mec dont on se méfie un petit peu à... bah, un mec assez sombre, qui nous montre vraiment qu'il est Sauron absolument tous les jours. Bref, pas besoin de se méfier les gars, je suis sûr qu'on peut pas le soupçonner. Juste, faut qu'on me rappelle un truc. Est-ce que Sauron c'est le méchant? Parce que là, je me pose sérieusement la question du pourquoi est-ce que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est être le gentil de l'histoire. Je veux dire, le mec, il s'est fait tuer lors de son couronnement pour ensuite revenir à la vie, plus ou moins si on peut dire ça comme ça. Il a été recueilli par Galadriel pour ensuite, visiblement la sauver, du moins si je comprends cette scène. Ensuite, on l'a amené à Numénor pour qu'il puisse forger des armes pour les soldats numénoriens. Donc là, encore une fois, un très bon acte. Ensuite, bon... il a sauvé Hadar, semblerait-il, du moins il a épargné lorsqu'ils se sont croisés tous les deux. Et il a même permis aux elfes de créer les anneaux. Et il continue en plus de ça avec notamment les nains et il fait de même pour les humains. Donc là du coup je suis en train de me poser la question. Est-ce que Sauron est le méchant de l'histoire? Elrond, je ne comprends pas du tout ce que c'est que son métier. Je veux dire, un coup le mec semble visiblement être un aristocrate qui collabore avec tout le monde. Ensuite, le lendemain, il devient soldat. Bon... je sais que j'ai eu l'air de chipoter dit comme ça, mais comment est-ce qu'un gars comme lui peut devenir soldat? Je vois pas la corrélation, quoi. C'est parce que c'est un elfe. Et en dehors de ça, je n'arrive pas à savoir quelle est la personnalité de Elrond. S'il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller, je veux savoir pourquoi est-ce que Elrond incarne si peu de personnalité. Et aussi, Elrond dans cette scène veut faire évader Galadriel. Et pour ça, il l'embrasse en lui donnant un couteau pour pouvoir se détruire les menottes. Déjà, comment est-ce que les orques ont-ils fait pour avoir des menottes mais bon, jusque là je crois que je ne vais pas trop me poser de questions. Et puis Elrond, si tu voulais donner à Galadriel un bout de couteau comme ça, pourquoi est-ce que tu es allé directement l'embrasser et juste soit ne pas la prendre dans tes bras ou juste aller lui dire un secret à l'oreille ou quoi? Mais en tout cas, pourquoi est-ce que tu es allé directement l'embrasser? Pourquoi est-ce que tu aurais pas pu tout simplement, je sais pas moi, te laisser capturer par les orques, te faire enfermer avec un peu de chance avec Galadriel, pour ensuite la faire évader à tes côtés? Je ne sais pas, ça semble suffisamment logique comme ça, mais je crois que c'est pas assez pour beaucoup. Pourquoi être aussi corrompu? Putain! Éducation de merde!
Aucun honneur, aucune dignité, rien. Du côté des nains, notamment de Khazad Dûm, il y a une belle relation qui s'entretient avec Durin 4 et Durin 3, ce qui est très bien. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque de quelque chose. Je dois avouer qu'ils ont fait un plutôt beau boulot avec leur relation. Hein, il y a un petit conflit entre père et fils qui se fait, et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien. Juste le truc, c'est que j'en aurais aimé peut-être un peu plus. Mais bon, ce qu'ils ont déjà fait, je vais m'incliner sur le fait que ils ont déjà fait ça très bien. Et que je vais pas demander plus de leur part parce que j'en demande suffisamment trop comme ça. Mais je crois que ce qui manque, c'est un équilibre et un dosage entre les scènes. C'est-à-dire que tu as 2 ou 3 scènes où tu les vois se disputer, et tu vois ça très souvent dans beaucoup de scènes dans le long de la série, qu'au bout d'un moment, ça commence à sérieusement devenir redondant. Et moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. J'ai envie que le scénario avance. On les voit se disputer tout le temps. Au bout d'un moment, je sature, frère. Ça y est, hein. Avancez le scénario un peu, j'en ai marre. D'ailleurs, sur le reçu avec sa femme, c'est à peu près la même chose. Les deux, on les voit discuter pendant un long moment. Et au bout d'un moment, t'as une scène comme ça. Meant to frighten us off. Mais meuf, t'habites à la Batcave pour invoquer des chauves-souris comme ça. Et puis surtout, d'où est-ce qu'une voix, ça peut appeler des chauves-souris comme ça? Pourquoi? Mais bon, ma patience sera enfin récompensée puisque enfin nos amis nains tombent sur le fameux Balrog qui nous a quand même été teasé, je rappelle, depuis l'épisode combien, 4 ou 5 de la saison 1, je sais plus, mais ça fait depuis une bonne trotte que le Balrog est teasé. On nous a montré ce dont il était capable dans la bande annonce, montrez-nous en plus, pour cette scène j'en veux, je veux voir ce spectacle, voir le Balrog massacrer tout Khazad Dûm. Mettez le paquet, allez-y. Quoi? Donc vous allez me faire croire qu'on a attendu je ne sais combien de temps, on a quand même attendu 2 ans je signale, pour avoir juste un ralenti de Durin 3 qui se fait fouetter par le Balrog. C'est un fouet ou c'est une épée, parce qu'avec vous je suis jamais sûr. Et ensuite faut qu'on parle de Numénor. C'est une catastrophe, mais genre vraiment une catastrophe Ada. Les personnages sont tellement peu intéressants que j'ai oublié les noms de absolument tout le monde. Même une fois, à chaque fois que je me rappelle, je crois il y a une Mérénite, Mireille, je sais pas. Bref, c'est une femme quoi, la femme aveugle. Elle, j'arrive jamais à retenir son nom. Les autres, bon, je sais pas pourquoi ce mec là j'appelle Durin, j'arrive pas à retenir le nom de qui que ce soit. Mais pour refaire l'histoire vite fait, pour faire simple, il y a une histoire de corruption et de celui qui veut le trône de Numénor. Très bien, jusque là, bon, ça fait un peu Game of Thrones. Mais bon, à ce stade, les gars, ils veulent concurrencer Game of Thrones, donc autant aller jusqu'au bout. Je veux pas leur demander la lune, je rappelle. Et rien que pour la peine, celle-là, je vais la laisser à JDG, puisqu'il résume l'arc à lui tout seul. Et ça parle tout le temps dans ce film. Ça s'arrête jamais de parler. Et ça parle pas pour connaître les personnages. Ah non, les personnages dans ce film, ils ne ressentent rien. Ils dégagent autant d'émotions qu'une porte de placard. Ça parle uniquement pour une seule chose. Nous raconter du lore. Et ça tombe super bien parce que c'est le moment de parler de la communauté de Rings of the Power. Enfin, vous entrez en action, je sais, vous avez attendu longtemps. Moi aussi d'ailleurs, je suis impatient. Une question que tout le monde doit sûrement se poser. Pourquoi est-ce que la communauté de Rings of the Power est-elle aussi hostile envers les gens qui n'aiment pas, voire même défendent cette série? Pour la simple et bonne raison que, ils kiffent trop cette série. Et est-ce que je les en veux pour ça? Non. On en revient donc à cette phrase du « cette série n'est pas faite pour moi ». Non, elle n'est pas faite pour moi, en effet. Elle est faite pour les fans du Seigneur des Anneaux. C'est tout. Quand tu vois une série que t'adores se faire défoncer par la critique, c'est tout à fait légitime et même normal de vouloir la défendre auprès de critiques que tu considères comme stupides parce que t'aimes telle série mais les autres n'aiment pas cette série. Ça je le comprends tout à fait. J'ai moi-même été de ce côté-là quand les gens disaient du mal de la saga Transformers de Michael Bay. J'étais même prêt à prouver toutes les critiques du monde pour montrer à quel point cette saga était incroyable. À l'époque, je me souviens, j'en avais même fait 5 vidéos sur les 5 films pour montrer à quel point cette saga était qualitatif. Et je reconnaissais qu'il y avait des défauts, parce que je reconnaissais que la saga de Michael Bay n'était pas parfaite. Et surtout que, aucune œuvre fictionnelle n'est parfaite. Et ça, c'est une noble cause. C'est bien de défendre sa série préférée. Mais par contre, aller jusqu'à harceler des gens qui n'ont pas aimé cette série sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi, c'est pas défendre une série. C'est juste
te montrer hostile envers des personnes qui ont des goûts. Vouloir prendre le propos des autres pour les déformer, ça se fait pas. Ensuite, les harceler parce qu'ils aiment pas une série et montrer à quel point ils ont tort aux yeux des autres, ça aussi ça se fait pas. Enfin si, ça se fait, mais juste pas de la façon dont vous avez fait avec moi par exemple. Et même reprocher aux autres de pas avoir fait la même chose que toi t'as fait, et ça aussi, c'est très mal. Parce que les gars, je vais sûrement vous choquer, mais il y a des gens qui n'ont pas lu le livre. D'après cet article que je vous montre devant les yeux, 150 millions de lecteurs se sont approvisionnés du livre Le Seigneur des Anneaux. Et c'est déjà beaucoup. Seulement, il y a un petit problème. La littérature, ça touche pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu 1000% de ventes en plus depuis que les films de Peter Jackson sont passés. Alors pause, je rejustifie mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que les 1000% qui ont été effectués en termes de vente du Seigneur des Anneaux, eh bien, il les doit grâce au film de Peter Jackson qui a fait monter la barre jusqu'aux 150 millions d'exemplaires. Le reste, si ça a triplé de 1000% à peu près selon mes calculs et surtout les calculs que j'ai dû trouver en article, je vous laisse chercher par vous-même à savoir il y avait combien de ventes avant que le Seigneur des Anneaux n'arrive en film. Et si on calcule rien qu'en France, pour les entrées cumulées par la trilogie du Seigneur des Anneaux, on en est à peu près 20 millions d'entrées. Pour les 3 films, je précise. Donc ouais, là déjà ça fait beaucoup. Mais faut pas oublier que ça, c'est les chiffres rien qu'en France. Je vous laisse imaginer les nombres d'entrées qui a été cumulées dans les autres pays du monde. Là, on calcule rien qu'en France. Essayez de calculer ça pour tous les autres pays du monde en moyenne. Les gars, je suis pas un mathématicien. Donc faites ça par vous-même, parce que moi les maths c'est... Donc là, soyons nets 2 secondes, le cinéma ça attire plus que les livres. Donc du coup, critiquer les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas lu les livres, ça en est presque insultant pour ces derniers, parce que... Pourquoi est-ce que vous voulez que certains lisent les livres du Seigneur des Anneaux pour pouvoir le comprendre? On n'a pas eu besoin de ça pour Shining, on n'a pas eu besoin de ça pour Harry Potter, on n'a pas eu besoin de ça pour quelconque autre film adapté de livre, donc pourquoi est-ce qu'on en aurait aussi besoin pour le Seigneur des Anneaux? Et après certains me diront, mais ouais, mais de toute façon il faut bien du lore pour bien préciser l'histoire, pour montrer où ça se passe, etc., sinon les fans ils comprennent rien. Ouais, mais justement, vous voyez ce que vous venez de dire? C'est exactement ce qui a tué Star Wars à petit feu. Parce que ce qui était génial avec Star Wars, c'est qu'on ne connaissait presque rien de l'univers. Quand la trilogie originale était arrivée, on ne savait rien de cet univers. On ne connaissait presque rien. On se contentait uniquement des films, et c'est que petit à petit que le lore a su se développer. Or, plus on développe un lore, moins il a de saveur. Parce qu'à force de manger des pâtes de toutes les saveurs, on commence à en avoir marre des pâtes. Et si tu m'en sers vraiment tout le temps, en tant que petit-déj, que casse-croûte, que le déjeuner, que le goûter, que d'autres casse-croûtes, que le dîner, ou que petite mise en bouche... Et puis surtout, cette série, elle a déjà trop à raconter comme ça. Je rappelle qu'il y a 7 arcs à raconter. Et si tu rajoutes du lore en plus... Ah non frère, on va pas tenir, sache-le. Mais sauf qu'au final, il y a aussi une question qui vient de se poser à ce propos de cette série. S'il y a autant de lore que ça, mais qu'il y a une autre série à raconter derrière, à quoi va servir de raconter tout ce lore? Qu'est-ce que ça va apporter dans l'histoire? Parce que les gars, on sait c'est quoi l'histoire. Le prologue du Seigneur des Anneaux racontait suffisamment peu, mais il racontait suffisamment pour nous intéresser à l'histoire. Là, c'est quoi l'intérêt de tout raconter à la suite? Tout ça juste pour... C'est quoi l'intérêt? Et même pour le spectacle de Gandalf, c'est quoi l'intérêt de savoir qui est Gandalf ou pas? Parce que de toute façon, on sait très bien que c'est Gandalf depuis le début. Je veux dire, vu la dégaine et le style qu'il arbore, le fait qu'il faut suivre son flair, et surtout les jeux de mots entre Gand et Alf, ce putain de jeu de mots entre Gand et Alf, expliquez-moi à quoi ça sert? Eh c'est pour la simple et bonne raison que on sait pas qui est cet étranger. On l'appelle depuis le début l'étranger. Et même si on sait si c'est Gandalf ou pas, malgré tout ça, il y a quand même des gens qui vont venir se poser des questions. Tout ça, c'est des justes faits pour alimenter la série et assurer les gens qu'ils iront voir cette série juste pour savoir qui est cet homme. C'est tout. Sauf que gros problème, on sait très bien qui est Gandalf maintenant. Du coup, cette série, encore une fois, n'a plus aucun intérêt. Ensuite, il faut qu'on parle du rythme. Pourquoi est-ce que à une fin d'épisode, on voit Galadriel se faire capturer? Tout ça pour attendre la fin de l'épisode suivant pour voir enfin Galadriel se faire libérer et agir pour pouvoir faire quelque chose. Pour qu'ensuite, à la fin de ce même épisode, on voit les orques arriver devant Eregion pour qu'on se dise ça y est, va enfin y avoir une bataille. Pour qu'ensuite, on attende l'épisode suivant pour que l'assaut soit lancé et qu'on assiste pendant 2 épisodes à une bataille aussi longue. Pourquoi? Ensuite, pourquoi est-ce que Arondir se fait tuer dans cette scène, mais au final ressuscite sans blessure, sans coups, sans saignement, comme si de rien n'était? Mais pourquoi la Pied Velue a une relation avec ce mec à la coupe de...
Alors un couple de punk on va dire. Top fixation béton, numéro 1 des gels. Et puis surtout qu'on vienne m'expliquer pourquoi les nains ils interviennent que maintenant à cette bataille à Eregion alors que les gars ils se posent pas la moindre question, qu'il y a un balrog sous leurs pieds qui peut les attaquer à n'importe quel moment. Algorithms. Math. Why can't we make what we want to make the way we want to make it? Why? Je crois que j'aurais même envie de vous dire pourquoi est-ce que je me suis fatigué ces 3 derniers mois à me taper cette série et à vous en parler de cette fameuse série qui ne s'est même pas fatiguée elle-même. Je suis quand même allé checker les making-of, juste savoir exactement ce que j'allais y trouver. Et c'est encore plus décevant que la série en elle-même. Voilà ce que j'ai vu dans ce making-of. Des mecs qui bossent, qui travaillent, que ce soit dans les décors, dans les effets spéciaux, dans les prises sonores, des acteurs qui bossent en tout cas, hein, on les voit jouer, on voit Galadriel avec sa belle coiffure qui fait pas trop elfe, on sait pas pourquoi. Seulement, j'ai pas retrouvé ce que je retrouve en général dans un making-of. De la passion. La passion pour ce que tu crées, la passion pour ce que tu veux faire, et surtout, la passion de ce que tu as envie de montrer à l'écran. Parce que avant d'être un dérivé du Seigneur des Anneaux, c'est avant tout une série. Et une série, forcément, tu verras les making-of de nombreuses séries, tu verras qu'il y aura des gens passionnés derrière la caméra, tu verras que certains bossent pour nous offrir les meilleures histoires possibles derrière leur histoire. Et le Seigneur des Anneaux, c'était les premiers à te dire. Dès que Peter Jackson te dit qu'il a eu telle idée pour telle chose à adapter, etc., etc., bah forcément, t'as envie de savoir ça, tu le sais maintenant, et t'es passionné à l'idée de savoir ça, et t'as envie d'en savoir plus, pour savoir exactement comment est-ce qu'il a conçu son histoire. Et je sais pas comment ça a été votre exploration avec vous, mais du côté de Rings of the Power, j'ai rien trouvé de tout ça. J'ai pas eu les réponses que je voulais à mes questions, à savoir quelles ont été les idées de ces gars-là, quelles ont été les idées de pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, pourquoi faire plus de ci, plus de ça, quels ont été les choix scénaristiques, pourquoi avoir mis Gandalf au second âge. Si tu pensais trouver ça, et bah de mon côté, et bah j'oublie, parce que je ne le retrouverai absolument jamais. Il n'y aura pas ça. Et ça me permet de faire un constat clair. Rings of the Power est une série créée à Amazon pour 2 et uniques raisons. La première, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les gars veulent faire concurrence à HBO et Netflix. Même si Netflix se sont suicidés à petit feu, malgré qu'ils aient essayé, ils ont quand même pas réussi. Parce que House of Dragon reste quand même supérieur. Certes, pas en termes d'audience, mais avec le budget qu'ils ont et surtout les fans dévoués qui sont encore là, malgré que certains se plaignent de cette saison 2, et ça on en parlera, et malgré tout ça, il y a encore une attente pour House of Dragon. Il y a encore même des gens qui se demandent à quoi va ressembler House of Dragon. Mais quand on regarde les chiffres de Rings of the Power, il suffit juste de regarder l'audience autour des 2 saisons. Il y a eu 150 millions de personnes qui ont regardé la première saison, ce qui est un très bon chiffre quand même, faut l'avouer. Mais malgré tout ça, pour la saison 2, il y a eu 55 millions de personnes seulement qui ont vu cette série. C'est un véritable soufflet qui retombe. Parce que ouais les gars, s'il y a autant d'avis positifs que lors de la première saison, c'est pour la simple et bonne raison que les gens qui ont vu cette première saison se sont barrés. Pourquoi est-ce qu'ils parleraient d'une série qu'ils n'ont même pas vue? Ils en ont strictement rien à foutre, ils sont passés à autre chose, ça y est. Les seules personnes qui restent maintenant, ce sont les fans dévoués de la saga de Tolkien. C'est tout. Les autres fans, ils sont allés voir ailleurs depuis très longtemps et je suis sûr que certains d'entre eux attendent avec grande impatience le prochain film d'animation centré sur la Terre du Milieu. Et rien qu'à la gueule du trailer et dû au fait que c'est un film d'animation, déjà tu sens que ce film a un style bien plus approprié et surtout bien plus impeccable que l'intégralité de la série, ce qui la rend automatiquement plus supérieure. Surtout quand on voit la gueule du réalisateur derrière, Kenji Kamiyama, qui s'est occupé notamment de Ghost in the Shell et de Blood Sea et qui a un énorme CV sur lui. Donc croyez-moi qu'avec lui, on a le potentiel d'avoir un bon film, surtout quand Peter Jackson l'épaule à la production. Même si Peter Jackson en production, c'est pas le truc qui peut être le plus rassurant, mais je peux quand même lui accorder plus de confiance que l'a fait Amazon. Et vous voulez savoir pourquoi est-ce que c'est un flop aussi mérité? C'est tout simplement parce qu'à côté, cette série, j'ai cette impression qu'elle ne me propose strictement rien. J'en ai rien à foutre de savoir c'est quoi le lore de cette série, j'en ai rien à foutre de savoir ce qu'elle voulait me raconter à la base, et surtout, j'en ai strictement rien à foutre de savoir ce que les personnages vont devenir, parce que de toute façon, ils ne m'intéressent pas. À quoi ça sert que l'on me raconte une série tout entière sur la création des anneaux, puisque de toute façon, j'ai un prologue de 15 minutes
qui m'explique déjà l'essentiel. Pas tout, certes, mais l'essentiel. Tout ce qu'il y a à comprendre pour raconter ton histoire. Et là où les gars sont encore plus suicidaires, comme je viens de le dire dans un de mes tweets, c'est que les gars, ils ont prévu 5 saisons de 8 épisodes. Ce qui te fait un total de 40 épisodes pour la série entière. 40 épisodes de 1 heure pour résumer la création des anneaux, la guerre contre Sauron et la fin du Second Âge. Et je sais pas si vous vous en rendez compte du level. Alors certes, un Twitterer m'a raconté que ça fait 1500 ans d'histoire, ça normalement. Or, je ne sens pas du tout de passage de 500 000 ans. Enfin, 1500... Bref, t'as capté. J'ai l'impression que cette série, elle s'étale sur presque plusieurs jours, presque plusieurs semaines, à vous de voir, c'est comme vous voulez. Mais je sens jamais cet écart de plusieurs années, de décennies, voire même de siècles. J'ai pas du tout cette impression qu'il y ait des années qui passent. J'ai l'impression que ça se passe exactement sur la même ligne temporelle. Et c'est tout. Les gars, ils ont raccourci toute la temporalité originelle de Tolkien pour pouvoir raconter leur propre truc à leur sauce, quitte à ce que cela envoie en l'air toute l'incohérence de leur chronologie officielle. Alors qu'ils ont justement une chronologie officielle bien écrite, bien ficelée et qui peuvent facilement s'en inspirer. Quand je vous dis que les mecs se torchent avec la mythologie de Tolkien, c'est que je ne déconnais pas ou je faisais pas du sarcasme ou quoi que ce soit. Là, ça se déroule juste sous vos yeux. Je sais pas comment c'est possible que vous en rendiez pas compte. En fait, si je devais résumer cette série, c'est que elle existe uniquement pour faire plaisir aux fans, c'est tout. Mais en dehors de ça, faire plaisir, je dis pas, c'est une bonne chose. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Transformers Rise of the Beast justement, C'est bien. Et c'est quoi l'excuse de tout ça? Star Wars 2, c'est un film qui a été fait pour les fans et ça empêche pas ce film d'être de la grosse merde. Spider-Man No Way Home aussi, c'est un film qui a été uniquement pour les fans et ça empêche pas ce film d'être de la grosse merde. Et même les 2 derniers opus des Animaux Fantastiques, ça a été fait pour les fans. Et pourtant, ça empêche pas ces 2 films-là d'être de la grosse merde, dont l'un d'entre eux, l'un des pires films de la décennie, comme je l'ai démontré dans mon bilan de 2020. et bien sûr, je dis pas, faire plaisir à ses fans, c'était une noble intention. Mais bon, il y a aussi d'autres façons de rendre les gens heureux par exemple. Parce que oui, si Peter Jackson a décidé de remettre le couvert en rebalançant un nouveau film d'animation sur le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est pas pour rien. S'il y a eu 50% de baisse d'audience pour cette série, c'est que c'est pas pour rien. Et si Ian McKellen a décidé qu'il reviendrait en tant que Gandalf en disant que lui seul a le droit de porter le chapeau de Gandalf, et ben c'est que c'est pas pour rien. Mais ça, c'est une autre affaire et on en parlera en après-séance bien sûr. Et c'est pour toutes ces raisons que j'attends plus rien de Rings of the Power et que j'ai carrément décidé d'arrêter cette série. Parce que le deuxième gros défaut de cette série, c'est que si elle a été faite pour une seule raison, et ben c'est le fric. Et aussi parce que Amazon avait besoin d'une série pour bien symboliser leur série. Ça, j'ai rien contre, tu vois. Mais au bout d'un moment, faut aussi se rendre compte d'un truc. Le fric, ça fait pas tout dans la vie. Et c'est pour ça que j'attends avec grande impatience le prochain film de Peter Jackson. En tout cas, moi, la seule chose que j'attends, c'est juste de voir ce film et que Peter Jackson et ses potes montrent que, vous êtes juste supérieurs à Amazon, les gars, montrez-leur. C'était une série qui ne méritait pas autant de temps pour que je puisse en parler, mais avec tous les détails que j'ai à dire, les gars, au moins, j'aurais pas fait dans la dentelle. Merci au moins d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter comme vous voulez, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront, ça fera plaisir. Et nous, allez, on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui j'espère au minimum sera joyeux. Un peu on espère.